toi. Yes. Alors, Je suis comme sûre que c'est d'habitude, bien. hein. Tada. Ah oui, voilà. Donc là, bonsoir à tous et à toutes, avec Christelle. Alors, on va mettre, regardez. Là, c'est bien. Au moins, tout le monde sait qui en est. Je me mets devant. On n'a pas besoin de dire le moindre mot. Vous n'avez qu'à lire. Et si vous êtes analphabète, vous nous renvoyez un email. C'est débile ce que je viens de dire. T'avais Parce que... prévu que je sois en foncé pour mettre Non, Christelle pas du tout. C'était le hasard, tu vois, mais et l'intuition est toi, en là. plus, tu t'es mis le nom en foncé alors que t'es en pièce. Voilà, C'est beau. c'est C'est le magnifique. yin et le yang, Ouais. l'équilibre des deux que l'on va faire. Alors ce soir, on va parler justement avec nos deux invités, donc Éric Grange, je dis toujours à l'envers, hein. Grange Éric, c'est pareil. Éric Grange ou Grange La même Éric, ça chose. fonctionne, hein. Et il y Ça a, fonctionne. si vous aimez Aurélie, bah, ça lui fera plaisir parce qu'elle s'appelle Aurélie Aimée, forcément. Bon, on a Fallait dû faire qu'il ça. la fasse. Je l'ai On ne glissé l'a au jamais passage. Ah ben en plus c'est original. On va parler de ce livre, on va chroniquer en tout cas ce soir ce livre, Le lieu sacré et mystérieux en France, et l'oracle qui va avec aussi, hein, l'Aurélie Lieu Aimée. sacré dans le monde. Moi dans le monde, avec une jolie carte qui est représentée. Donc là c'est les lieux sacrés et mystérieux en France, et l'oracle c'est dans le monde. Donc il y a Moi, une je map monte déjà monde. tout. Hein. Oui mais tu as raison, tu as raison. C'est fait pour. Il y a un livre explicatif justement. Si vous pensiez qu'il n'y aurait pas de lecture, eh ben c'est raté. Voilà, là vous avez vraiment la très très jolie boîte, c'est un très bel oracle. On a fait d'ailleurs un test la dernière fois, hein, Oui, sur le groupe tirage, privé. et il parle vraiment vraiment bien. On Mm. va en connaître les tenants et les aboutissants, on va voir tout ça. Christelle, déjà, bah oui, donc voilà, tu vois, il y a une fleur qui a poussé à côté de toi qui est énorme. Tu iras Un l'accueillir coquelicot. tout à l'heure. Hein. cette saison, le coquelicot. Tout à fait, oui, complètement. Voilà. Vous avez un peu d'avance, c'est plutôt sapin en ce moment. Mais... Vous allez les voir, vous les entendez, mais vous allez voir. C'est pas des voix, vous n'êtes pas Jeanne d'Arc, croyez-moi. Alors, on va justement ici voir sur eh bien, desstudios.fr les prochaines émissions, et on reçoit à partir de demain Catherine Roumanoff, et on va chroniquer ce livre-là, Le Bureau des âmes, mais ça c'est pour demain. Ce soir, on va parler des lieux sacrés. J'ai téléphoné à Pierre-Alexandre Nicolas, qui est d'ailleurs cité sur ce livre, et je l'ai pas eu. Donc voilà, tant pis pour toi, hein. Ça aurait été bien, parce qu'on aurait eu un troisième invité qui serait venu juste pour parler de sa partie, puisqu'il est cité dans le livre. Vous allez aussi découvrir, eh bien, évidemment, alors si je retrouve un souris, il faut que je la retrouve. Alors comment on fait là? Voilà, là, ici. Vous allez sur le site, alors, plus simple, il n'y a pas, hein. C'est vraiment ericgrange.com, c'est aussi simple que ça. Et là, nous avons aussi une femme extrêmement intelligente qui a eu la fabuleuse idée de créer son site aurélieaimée.fr. C'est voilà, deux personnes qui ont voulu simplifier au maximum le nom de domaine de leur site internet que vous pourrez visiter. Les liens, on va les mettre dans le chat pour ceux qui veulent le voir. Voilà. Et vous avez évidemment disponible sur la boutique, vous avez les oracles de lieux sacrés que vous pourrez donc vous procurer, et le livre aussi pendant l'interview qui va vous permettre eh bien, de vous enchanter par rapport aux lieux sacrés. Et si vous pensiez, parce que c'est la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, comment peut-on faire visiter des lieux sacrés à part la lecture? Eh bien, j'ai été agréablement surpris de voir que ça fonctionne et que ça marche. Je vous le dis d'emblée, j'ai eu des visites de lieux sacrés avec plusieurs géobiologues, et notamment Pierre-Alexandre Nicolas aussi, l'excellentissime Pierre-Alexandre Nicolas, avec lequel on ne s'ennuie pas, un puits de science, sans fond d'ailleurs. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses, la pierre de touche, etc. Beaucoup de choses qu'il fallait en fait connaître. Et là, on se promène, il faut juste avoir une représentation 3D dans sa tête. C'est pas difficile du tout à faire. Et c'est autre chose que de faire du jeu vidéo à s'abrutir devant un ordinateur ou un écran. Là, au moins, on fait travailler le muscle de l'esprit, et on voyage à travers ce livre qui vous donne, en tout cas, qui stimule l'imagination comme personne. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a agréablement surpris. On va faire connaissance avec nos
invités. Bonsoir Eric, bonsoir Aurélie. Aimé. Bonsoir Christelle, bonsoir Bonsoir. Didier, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté justement cette invitation. L'émission va être, voilà, on est ensemble, on est parti pour à peu près 1 heure. Il y a des obligations familiales de part et d'autre. Et puis à un moment donné, n'hésite pas Aurélie, si à un moment donné tu dois quitter par rapport à ton bébé, on le dit, hein, c'est fabuleux. Eh Voilà. bien, Si je l'entends, là, elle pleure, mais si je l'entends hurler trop longtemps, bah voilà, ça veut dire un bébé qui pleure, on dit que ça peut, c'est à un moment donné, hein, je vous préviens pour toutes celles qui sont mères qui ont eu l'expérience, ça peut aller jusqu'à 110 décibels, c'est le bruit que fait un marteau-piqueur. C'est vous dire comme la nature nous a bien doté d'un organe vocal surpuissant, surtout quand on est bébé. C'est une véritable Céline Dion dès la naissance. Ça, c'est voilà. super. On a de la compassion pour son papa en ce moment même. Alors, en ce qui concerne, alors c'est bien parce qu'on a un témoin neutre. Alors ça, j'adore. Quand quelqu'un n'a jamais fait de visite de lieu sacré, c'est le cas ou pas? C'est ton cas à toi? Jamais. Enfin, il y a eu des lieux que j'ai visités toute seule, mais je n'avais pas cet aperçu, en tout cas, de lieux sacrés comme Saint-Antoine-l'Abbaye, où là, j'ai redécouvert. Voilà, toi aussi, autrement. ça t'a fait voyager. C'est ce que je Oui, et disais. puis je me dis que j'ai envie justement d'aller faire. J'ai envie de retourner à Saint-Antoine-l'Abbaye, puisque c'est à côté de chez nous, prendre le livre et faire le parcours en même temps. Waouh, génial. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors, honneur aux dames, hein, Aurélie, je vais te poser cette question, mais quelle mouche t'a piqué d'écrire un livre pareil? Parce que c'est juste fabuleux. Sous quel angle, est-ce que dès le départ, tu as voulu faire voyager l'esprit des gens à travers des lieux sacrés? Est-ce que ça a été l'intention de départ ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, en tout cas? Alors, c'est le Lotus et l'éléphant qui m'a proposé ce projet en tant que journaliste spécialiste de spiritualité et grande passionnée de tout ce qui touche à ces sujets. Et j'ai été totalement libre du format, non seulement du choix des lieux, mais aussi des potentiels intervenants. Et il est vrai que comme j'ai pas eu le loisir de visiter tous ces lieux, j'avais vraiment à cœur voilà, de les mettre en avant au travers de personnes qui les connaissent sur le bout des doigts, mais qui ont aussi une approche voilà, unique, sensible. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire appel à des géobiologues, des guides conférenciers spécialistes du sacré, des personnes voilà, qui sont dans des sociétés voilà, dans des sociétés initiatiques et autres, et des spécialistes du voyage initiatique, n'est-ce pas Eric? En tout cas, voilà, j'ai souhaité pour chaque lieu proposer un parcours finalement dans les pas des bâtisseurs, dans les pas de ceux qui ont construit ces lieux pour raviver, refaire vivre finalement l'âme de ces lieux tels qu'on les a tels qu'on l'a voulu en fait. Des parcours tels qu'on a voulu les proposer, en tout cas à l'époque. Voilà. Alors, on dit souvent que dans l'art martial, par exemple, le kung-fu, c'est d'être un peu comme l'eau. Hein. L'eau s'adapte à chaque récipient. Si vous mettez dans une bouteille, la forme du bouteille, si on enlève la bouteille, il s'effondre, mais pendant, on va dire, une fraction de seconde, il a cette forme-là, sur un bol, etc. Est-ce que le fait d'être journaliste, comme tu l'es, réalisatrice, permet de se mouler dans l'esprit d'un géobiologue? Parce qu'en telle une investigatrice, on va quand même préciser que tu es la femme de Colombo, parce que tu as fait des recherches, hein, n'est-ce pas? Tu es Madame Colombo, qu'on ne voit jamais d'ailleurs à l'image. Et donc, de ce fait, est-ce que la géobiologie avant t'était familière ou pas, ou tu l'as découvert au fur et à mesure des rencontres et des différentes personnes auxquelles tu allais pêcher les informations? Parce que c'est un vrai travail très fouillé d'investigation, c'est un truc de fou. Hein. Oui, c'est un travail d'investigation, mais il me semble difficile d'être journaliste dans ce milieu-là si on n'a pas soi-même une forme de sensibilité. Voilà, alors j'étais sensible au magnétisme humain, à d'autres formes de champs subtils, à la communication animale et autres. Et j'avais déjà écrit pour le magazine Explorer sur la géobiologie, déjà fait appel à des géobiologues pour mon propre habitat, en constatant voilà, les vertus de quelques changements mineurs dans l'habitat. Donc je connaissais déjà cette science que j'avais voilà
à titre personnel et à titre professionnel. Et puis l'écriture de ce livre m'a permis d'affiner et de creuser sur mes propres ressentis et peut-être de mieux les comprendre, de mettre des mots ou des termes sur ce que je ressentais quand je visitais un lieu sacré ou une maison dans laquelle je me sentais pas bien, par exemple. Oui, de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ces mauvaises énergies que je ressens, que d'autres ressentent confiants aussi, mais finalement, il y a Exactement. derrière une connaissance, une science Il y de a ce une science, côté-là. tout à fait. Tout à fait, qui est établie, même si elle n'est pas toujours reconnue ou décriée. Mais en tout cas, les conjectures font qu'on ne peut nier ces ressentis-là aujourd'hui. Hein. C'est juste que la science ne l'accepte pas encore comme tel, encore qu'il y a de très très belles avancées de ce côté-là. Éric Grange, de ton point de vue, j'ai presque envie de te poser la question par rapport à une remarque que m'a faite Christelle tout à l'heure. Elle me dit, c'est incroyable ce que Lyon est chargé en termes de lieux Ah oui. hautement énergétiques. C'est Bien la première sûr. chose Alors, pourquoi Lyon? Déjà, au niveau alchimique, on parle de lion rouge, du lion vert, hein, on parle de ça. Est-ce que, justement, le nom de la ville n'est pas déjà prédestiné à être sacré de par le fait, on parle du lion. Un lion, c'est quand même le roi des animaux, etc. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi Lyon est si riche? Il se trouve que Lyon, toutes les sociétés secrètes, les sociétés initiatiques sont nées à Lyon. Et autre point, c'est qu'aujourd'hui, à la place des Brotteaux, il y a la plus ancienne association spirite de France. Pas la peine de la chercher sur Internet, vous la trouverez pas. Son existence circule de bouche à oreille, je dirais, Oui, pour d'initié à les initiés, initié. oui. Et c'est une association qui existe depuis la Révolution. Et je crois que c'est 2 fois par semaine, les soirs, il y a des médiums qui se réunissent. On peut assister, c'est gratuit, et on regarde ce qui se passe. À côté de ça, il y a quantité de lieux ésotériques à Lyon. On a eu également Maître Philippe, moi qui aime beaucoup les guérisseurs, le Ah grand oui. Maître Philippe, ce guérisseur qui s'est fait virer de l'Hôtel Dieu de Lyon parce que quand il faisait ses études de médecine, il guérissait les gens en mettant les Incroyable. mains dessus Le et en comble. leur faisant faire des prières. Donc on est vraiment dans une dimension qui est forte. Je ne sais pas ce qu'Aurélie en pense. Moi, je me suis toujours senti très très à l'aise à Lyon. Et cette année, pour le fameux 8 décembre, c'est-à-dire la célébration de la libération de la peste de Lyon, enfin, je me suis dit, je vais assister à la montée au flambeau qui part de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à la basilique de Fourvière. Et j'ai été étonné de voir environ 3 à 4 000 personnes faire la procession au flambeau aujourd'hui en 2022, alors qu'il faisait quand même pas loin de 0 cette année. Oui, comme quoi ça a beaucoup de succès et ça attire des foules. Est-ce que les lieux sacrés, est-ce qu'on peut parler de polarité, en tout cas humaine, hein, je parle en termes de moi, vous, Christelle, Eric, Aurélie, est-ce qu'on a réellement besoin, tout comme les besoins fondamentaux, comme nourrir, si vous empêchez quelqu'un de manger, il meurt. Si vous empêchez de dormir, il meurt aussi, de la même manière. Et est-ce que, quelque part, on se fane tel une fleur qui se dessèche si on ne va pas de temps en temps se recharger dans un lieu sacré? Est-ce que ça devrait faire partie d'une hygiène de vie plus invisible, plus subtile, mais qui est presque obligatoire? Qui voudrait répondre à cette question? On peut tous les deux en dire un mot. Eric, tu veux commencer? Oui, je t'en prie, Aurélie, tu as commencé, je te laisse continuer. Alors, est-ce qu'on se fane si on ne visite pas un lieu sacré? Non, parce que il suffit d'aller se promener en forêt, il suffit de traverser un parc pour se recharger. L'énergie est partout et il existe des lieux qui ressourcent. Voilà, qu'on en ait conscience ou non, on arrive à se ressourcer de tout un tas de manières. Seulement, pour moi, les lieux sacrés sont des sortes de passerelles et d'accélérateurs. Et dès lors qu'on les visite en conscience et d'autant plus si on respecte certains parcours, eh bien, c'est un gain de temps précieux. Ça permet d'alchimiser nos scories, tout ce qui est difficile à un moment donné. Évidemment de faire remonter notre énergie. Est-ce que c'est une bonne habitude? Oui, certainement. Est-ce que c'est
essentiel. Est-ce que c'est vital? Non, mais ça gagnerait à être connu, selon moi. En tout cas, il y a un mieux-être évident qui est encensé par toutes les personnes et pas sans forcément être religieux. On le répète encore, hein, mais voilà, ça c'est important de le répéter. Éric, de ton point de vue, est-ce que c'est une Alors, hygiène? Voilà. je trouve la question vraiment très pertinente. C'est la première fois qu'on me la pose. Euh, je dirais, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, dans mon cas, c'est précieux. Et j'ai tout de suite pensé à la forêt qu'a évoqué Aurélie. Et après, je me suis dit, eh bien, j'ai pensé à des gens comme Viktor Frankl qui ont connu l'enfer des camps nazis et qui ont trouvé dans cet enfer-là une dimension ultime, une dimension supérieure. J'invite du reste tout le monde à lire ce petit livre de Viktor Frankl qui est un témoignage de comment trouver la lumière dans l'enfer, tout simplement. Et c'est un témoignage qu'au bout du compte, le premier temple sacré, c'est notre corps. Mm. C'est, et, et bien sûr, malgré ceci, personnellement, j'ai trouvé tellement puissant les lieux sacrés du monde, parce qu'en plus j'aime le voyage, je trouve qu'il y a des lieux qui sont soit naturels, soit construits par l'homme, qui portent quelque chose qui fait qu'on se sent particulièrement éveillé, que ce soit par exemple sous une cascade avec ses ions positifs. Pas besoin d'être dans une démarche d'éveil spirituel, mais là on sent qu'il y a quelque chose qui nous nourrit. Et ça peut être des lieux naturels comme les chutes du Niagara ou des lieux construits par l'homme comme le Machu Picchu. Et souvent, en fait, on se rend compte que les lieux sacrés construits par l'homme n'ont pas été construits, c'est pas Aurélie qui va me contredire, à n'importe quel endroit. Oui, tout à fait. Ouais. Souvent, les églises actuelles chrétiennes sont construites sur par-dessus des lieux païens, donc qui étaient sacrés aussi. Un lieu sacré à un endroit qui soit païen, qui soit quelle que soit la religion, il reste un lieu énergétique. Alors, on va parler de choses qui fâchent un petit peu. Je vais lancer un petit peu le poil à gratter. Vas-y Didier, fonce. Mais simplement, dans ce livre, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de termes, hein, Pierre de Touche, qui sont pas très complexes. Hein, une fois qu'on est habitué, il faut pas non plus être un initié au gradé, il faut Non. pas rentrer non plus dans une loge, une secte quelconque. Il est très accessible et c'est ça que j'ai adoré de ce livre, mais surtout ce voyage de l'esprit qui m'a beaucoup étonné, à moi, hein, parce que moi, me fait voyager par les livres, je dis, oh, quand même, non. Non, et puis si, en fait, oui, ça marche. Ça marche vraiment. Super. Donc, et c'est une performance, hein, vraiment, il fallait pas moins d'Aurélie Aimé pour, en fait, son Merci. talent pour le faire. Parce que c'était pas gagné, hein. Surtout moi, je suis exigeant de ce côté-là. Je suis très Alors, touchée. Pierre de Touche, gardien du seuil, etc. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un petit peu, comment dire, je vais faire un parallèle, encore une fois, prenez-le comme il est, hein, et ne jugez pas ce que je dis, ce n'est vraiment qu'un parallèle. Il se trouve qu'aujourd'hui, le vin français souffre en termes d'exportation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le vin californien. Alors, je vous explique rapidement, on va pas refaire le monde là-dessus, mais il y a eu des pieds de vigne bordelais qui ont été arrachés pour être plantés en Californie. Et puis, les Américains ont dit, yeah, on a le même vin, sauf que c'est pas la même terre, c'est pas le même climat, enfin bref, pas le même ensoleillement. Mais n'empêche que, à force de dire aux Américains, ça se boit pas dans un gobelet en plastique. Il faut tenir le verre par le pied, parce que sinon, vous changez la température. Il faut d'abord décanter, laisser respirer, parce que le vin a été enfermé. Bref, à un moment donné, ils se sont dit, bon, vous nous cassez les burnes, les Français. Nous, on va arracher les pieds, on va les mettre chez nous, et puis on va les pousser, et on va le boire comme on veut, et au moins, on n'aura plus affaire à vous. C'est ce qui se passe vraiment, hein. C'est vraiment ça, hein, parce que vos bouteilles avec vos trucs jaunis, tout ça et tout, ça nous embête. De la même manière, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, à un moment donné, à sursacraliser les lieux, avec Pierre de Touche, gardien du seuil, et tous ces termes-là, de dire, oh là là, mais bon, c'est compliqué de visiter un lieu aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque par rapport au vin de faire parallèle ou pas? Je dis ça, c'est un poil à gratter, vraiment, hein, volontairement. Alors, si je peux me permettre, comme je dis dans le livre, je recommande de ne pas lire le livre avant de visiter les lieux. Ah, d'accord. Prenez-le avec vous, prenez le livre avec vous, allez au Mont-Saint-Michel, allez à Chartres, peu importe. Visitez ces lieux tels que vous êtes, avec votre sensibilité, avec comme seul outil votre sensibilité. Par pitié, coupez votre téléphone portable
Ne prenez pas de photos. Reliez-vous simplement à votre corps. C'est le seul mode d'emploi pour moi, pour visiter un lieu, c'est de se relier à son corps, comme l'a si bien dit Eric, qui est un temple, mais qui est aussi un outil sensible exceptionnel. Euh, Dans un second temps, aller lire ce que les spécialistes suggèrent. Tout ça, ce ne sont que des suggestions. Évidemment, il y a mille et une façons d'aborder un lieu, il y a mille et une façons de le ressentir. On est tous différents, on est tous câblés et différemment, et on va tous percevoir des choses diverses. Et il n'y a absolument pas besoin de connaître les termes, le jargon et autres pour profiter de la magie d'un lieu. Le lieu opère quoi qu'il advienne. C'est une rencontre, un lieu. Tant qu'on va vers lui, le cœur ouvert, le corps en présence, et ben le lieu vient aussi vers nous et nous offre sa générosité. C'est aussi simple que ça. Et le reste n'a que très peu d'importance finalement, selon moi. Je ne sais Bon, pas si je réponds à ta question, mais non, non, tu réponds parfaitement bien. En ce sens, tu rejoins ce que vient de dire Eric Grange, hein, que c'est quand même quelque chose qui fait partie de nous. On en a besoin, même si la question n'était pas la même pour lui. Il y a un besoin. Plus on y va et plus on a envie d'y aller, hein, dans ces lieux. Alors, on le comprend bien. Donc, juste par le ressenti, ça suffit amplement, sans qu'il y ait besoin de manuels complexes, de connaître toute une déontologie, tout un protocole, qui peut être des fois comment dire, voilà, je pense que tu as compris, Eric, et que vous avez tous les deux compris, ça peut être intimidant à tel point que pour ne pas commettre d'impair, on ne visite pas du tout. Et c'est pas du tout ce que ce livre invite à faire, hein, justement. Bien au contraire, c'est ce que j'ai remarqué, c'est le côté, allez-y, faites-vous plaisir, ressentez d'abord, et ça c'est génial par rapport à ça. Eric, est-ce que quelquefois, les personnes, il y a ce pas qui n'est pas passé pour dire, j'ai peur de mal faire les choses ou d'offenser une entité ou autre dans l'invisible ou de ne pas faire les choses comme il faut. Ça arrive? Alors, Ma vie. En Polynésie, aux îles Marquises, à Ivaoa, pour être précis, où je rentrais dans un marae, donc en temple polynésien, et j'étais un peu dispersé, et j'ai ressenti physiquement un blocage. À un moment donné, j'étais bloqué, je ne peux pas expliquer ça, et du coup, je suis revenu à moi-même, et j'ai dit, ben oui, Eric, un petit peu de présence, regarde ce que tu es en train de faire, regarde ce que tu ressens. Et il y avait devant moi un tiki, vous savez, ces tikis sont des sculptures de pierre, des sculptures sacrées qui représentent des symboles. Et dans ce temple de Ivaoa, ça représentait une sorte de grosse grenouille. Et je touche spontanément la grenouille comme ça. Et la guide se retourne à ce moment-là, elle me dit, tu as touché la grenouille? Enfin, je dis, j'ai touché la grenouille. Et comment tu as touché la grenouille? Ben, j'ai mis les mains comme ça, elle me dit, ah, ça c'est bien, c'est symbole de fertilité. Tu aurais mis tes mains comme ça, tu aurais pu jeter des sorts, et ça aurait été très très mauvais pour toi. Et en fait, cette conjugaison de choses, alors là, je pousse le paroxysme très loin je dirais, des expériences extraordinaires que j'ai vécues. Et pourtant, je ne suis pas très friand, naturellement, de ces expériences-là. Mais c'est vrai que j'ai vécu là en rappel à la présence qui a été très, très fort. Après, petit clin d'œil, parce que tu parlais, Didier, des cèpes du Bordelais qui ont oui, été tout à fait. mis aux États-Unis. Le petit clin d'œil, c'est que suite à ça, il y a eu des décennies après, il y a eu une maladie dans le Bordelais qui a ravagé les cèpes, et c'est grâce aux cèpes qui étaient partis aux États-Unis et qui en ont fait revenir qu'aujourd'hui on a du Bordelais. Donc, grâce aux Américains, le vignoble bordelais a pu être. Donc ils nous ont sauvés deux fois, avec le débarquement de Normandie et puis ensuite à Voilà. Bordeaux avec les cèpes, hein, avec les pieds. Ils nous ont ramené notre vin. Qu'est-ce qu'ils ont fort ces Américains, hein? Je reviens pas moi. Bon, bah super. Ils ont pas que du whisky, donc ils aiment le vin. Ça c'est bien, on les a convertis. C'est une bonne chose. Et en plus, on appelle cela des spiritueux. C'est quand même pas pour rien quelque part. Hein, il y a une connexion. Bon, on n'est pas là pour ça, mais on pourrait en parler. Il y a aussi quelque part. Il y a aussi des visites
qui se font avec des dégustations, avec modération, et qui permettent des connexions aussi. Certains le proposent Oui, à ben, voir. c'est pour ça que Lyon est une ville sacrée, parce qu'il y a trois fleuves à Lyon, Oui. le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Je voyais venir celle-ci. Je voyais venir. Je- Et c'est pour ça qu'on garde d'ailleurs chez nous, parce que il y a eu des bouteilles, je le dis toujours hein, pour ceux qui suivent, lorsqu'une bouteille de vin quitte son fleuve, les grands sommeliers, quand ils goûtent des vins de chez nous, le goût est changé, alors que quand ils le goûtent chez nous, c'est pas la même chose. Vous voyez? Le Mm. déplacement fait Oui, que quand le liquide, enfin le spiritueux quitte sa terre natale, il y a une Mm. altération du goût que eux sont capables, les onologues, de sentir. Voilà, petit Mhm. clin oui. d'œil au passage, un truc de culture qui sert strictement à rien, mais qui me rend fier de moi. Merci. Voilà, donc, on va continuer sur cette lancée par rapport à les côtés peut-être un peu plus sombres, notamment du lion. Et là, là aussi pareil, hein, je demandais qui va justement dégainer le premier par rapport aux arêtes de poisson. Hein, on en parle aussi de ce côté un peu plus sombre de Lyon. Moi, j'étais un peu bouleversé lorsque j'ai appris cette histoire. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Est-ce que c'est le versant, on va dire, sombre, là où les lieux sacrés sont lumineux, on va dire, parce que tout ombre à lumière, tout a son opposé. Est-ce que c'est ça aussi l'équilibre? Toute force positive a sa force égale en opposé? Est-ce que c'est ça aussi la dualité, comme les lois de l'univers? Qui veut répondre à cela? Compliqué, hein? Eric, je te laisse commencer les arêtes de poisson. Tu connaîtras certainement mieux. Et j'ai un petit complément après, si vous voulez bien. J'ai pas véritablement d'avis là-dessus. C'est quand même très curieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les arêtes de poisson, ce sont des galeries souterraines de taille très très importante sur plusieurs niveaux et qui sont sous la colline de la Croix-Rousse, si je ne me trompe pas, à Lyon. Ça a été, on en parle de plus en plus. Je crois que ça a été découvert il y a quelques décennies. Et il y a autour de ça comme une omerta, c'est-à-dire que la mairie de Lyon n'en parle pas. Le peu d'accès qu'il y a à ces galeries souterraines sont condamnés de façon très, très forte, quoi, avec des parpaings, des choses comme ça. Il y a une église qui se trouve on accède à une arête de poisson qui a été emmurée, donc on ne peut même pas accéder à l'église. Et faut-il voir quelque chose d'ombrageux là-dessus? Je ne sais pas si les arêtes de poisson sont ombrageuses en elles-mêmes, mais en tout cas, force est de constater qu'elles attirent l'ombre de l'administration aujourd'hui, qui veut mettre une sorte de couvercle dessus. J'en ignore les raisons, je ne peux pas vraiment en dire plus. Bon, c'est dommage parce que c'est renier aussi une partie de l'histoire. Aurélie, tu voulais intervenir et apporter ta pierre à Oui, l'édifice, j'aimerais dire. simplement, alors je parle pas des arêtes de poisson parce qu'on peut pas les visiter dans le guide. Je parle toutefois de la cité de Provins avec ses souterrains initiatiques. Et c'est un peu cliché, mais il n'y a pas de lumière sans ombre. Et dans toutes les sociétés traditionnelles, enfin la plupart des initiations, beaucoup d'initiations se passent dans des lieux clos et sombres, à l'image par exemple des huttes à sudation ou ce genre de choses. Donc le souterrain est un lieu initiatique très fort et on retrouve cet aspect ombre-lumière même dans les églises, puisque la plupart des églises, quand on y rentre, sont sombres. On rentre dans le narthex, c'est un espace sombre, et à mesure qu'on chemine dans l'édifice, la lumière arrive, il y a de plus en plus de lumière à l'approche du chœur, et là, au niveau du chœur, la lumière est à son apogée. Donc pour moi, c'est la confirmation qu'effectivement le Lyon est un lieu d'initiation, ou a été un lieu d'initiation très très important. Donc, quelque part, c'est aussi le fait d'observer nos propres parts d'ombre. Ces arêtes de poisson représentent aussi les deux versants de notre personnalité. Je pense que Exactement. ça en fait partie. Donc, peut-être qu'un jour,
l'humanité évoluera suffisamment pour ouvrir, peut-être démurer tout cela, pour voir les deux versants. Je pense que c'est important, historiquement parlant, évidemment, hein, j'entends bien. On peut parler aussi, tu viens d'introduire aussi une question que j'avais prévue. Effectivement, dans les églises, on passe du sombre, on se nettoie, nos propres noirceurs, on les laisse au niveau du bénitier pour ensuite, ça paraît rien, mais ces petites escales qui représentent quelques centimètres, hein, nous font voyager à travers notre propre corps pour aller vers cette lumière au Sacré-Cœur, au centre en tout cas du lieu sacré. Les personnes qui visitent sans déjà savoir, puisque Aurélie, au départ, tu disais, voilà, visitez avec votre cœur, en éteignant le mental, enfin, on va couper la tête, on y va avec son cœur, avec son ressenti. Est-ce que des personnes ont compris ça d'eux-mêmes ou avaient besoin forcément du manuel en disant ah, mais j'avais pas compris les choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on finit naturellement par le comprendre ça? On le ressent naturellement. Si n'importe qui rentre dans une église sans quasiment instantanément un calme, une invitation à la méditation, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, tout dépend. Quand on a quelques clés de décryptage sur notamment la lumière, le message de la pierre, les sculptures, etc., on peut très très facilement ensuite, en toute autonomie, décrypter les messages des lieux et comprendre comment les visiter. Voilà. Sans être obligé de les comprendre, ouais. Sans être obligé de les comprendre avec le mental. Ouais. Il n'y a pas besoin de grand-chose, simplement se laisser traverser, ne serait-ce que les vitraux, par exemple, avec leurs couleurs, c'est de la chromothérapie, tout simplement, et puis on se laisse traverser par l'image, par le symbole qui a été dessiné dans le vitrail, on se laisse toucher par l'énergie du soleil au travers de couleurs et d'images, et il n'y a pas besoin de le conscientiser ou de l'intellectualiser pour que ça opère. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que toutes ces couleurs chatoyantes, on a du mal, même avec les meilleures caméras vidéo du monde, à les reproduire. Les meilleures caméras sont nos yeux, évidemment. Eric, je vais te poser une question à peu près similaire, mais qui est dans la variante est, y a-t-il un âge minimal, en tout cas une certaine maturité intellectuelle, avant d'aller visiter un lieu? Est-ce que, par exemple, bon, je vous dis, juste comme ça, au passage, la reine-mère, évidemment, Elisabeth est décédée, on le sait, depuis peu de temps. Il faut savoir que dans le protocole, en tout cas, de la monarchie, en tout cas anglaise, la reine ne connaît pas ses petits-enfants avant leur âge de 13 ans. Parce qu'à 13 ans, ils connaissent tout le protocole, voilà, les révérences, etc. Elle les voit petits bébés et ensuite elle les voit plus jusqu'à ce qu'ils aient 13 ans. En tout cas, c'est le protocole qui dit cela. Est-ce qu'en géobiologie, en termes de visite, il y a aussi ce trou-là où on se dit, bon, tant qu'ils ne sont pas prêts à respecter les lieux sacrés, il y a un âge minimum quand même? En âge minimum, je ne pense pas. Il me vient à l'esprit les temples de Bali, où il y a quantité d'enfants tout petits qui pénètrent dans ces temples et qui sont tous en tenue traditionnelle. C'est adorable. Donc je ne pense pas qu'il y ait en âge minimum. J'observe qu'il peut cependant y avoir des parcours intrapersonnels en résonance avec les lieux. Je m'explique. Dans ma vie de jeune adulte, j'étais passionné par le voyage et je me suis rendu compte que je voyageais pour les paysages. Ah, j'aimais le Grand Canyon, j'aimais les paysages du Québec, voilà. Et ça a pris quelques années. Et puis après, je me suis dit, ah bah tiens, mais les animaux. Et alors, je suis allé au Kenya, je suis allé en Tanzanie, et je me suis émerveillé de voir tous ces animaux en liberté. Après, je suis passé, mais sans m'en rendre compte, c'est en regardant mon itinéraire que j'ai vu ça, aux humains. J'étais intéressé par les tribus du Yémen, les Amérindiens, et là je me suis dit, waouh, ces gens-là, ils ont quelque chose qui me touche. Et c'est après seulement, c'est-à-dire je vous raconte un parcours qui a pris une vingtaine d'années, où je me suis intéressé à ce qui n'était pas humain dans l'humain. Ce qu'on pourrait appeler le voyage spirituel ou au moins le voyage d'exploration spirituelle. Dans ma vie, ça m'a pris 20 ans
pour faire tout ce parcours-là, en fait, je me suis rendu compte un jour que j'avais fait l'évolution des règnes, le minéral, le végétal, voilà, l'humain, le spirituel, mais sans le vouloir. Voilà. Donc, au bout du compte, chacun rencontre la majesté de la vie en fonction de ce qu'il est, et c'est ce qui Oui, est de sa vraiment prise chouette. de conscience. Mais il semblerait quand Voilà. même qu'il y ait des cultures, en tout cas des pays, sur lesquels, où tout petits, ils sont plus amenés à respecter des lieux qu'ailleurs. Peut-être qu'on a perdu ça en France aussi. Il y a peut-être cette idée-là, non? Peut-être, Eric. Alors, je sais sûrement que dans les tribus, on a ça, dans certaines tribus. J'ai pas trop rencontré ça, je dois dire. Mais c'est possible qu'il y a des rituels qui soient réservés peut-être à des adultes. L'image qui me vient, ce sont les temples égyptiens. Les Oui, temples égyptiens sont faits de plusieurs cours. Et la première cour, la plus grande, c'est la cour qu'on appelle la salle hypostyle, où tout le monde pouvait avoir accès. Et la salle d'après, un petit peu plus petite, à la fois en largeur et en hauteur, c'était uniquement le premier niveau des prêtres qui pouvaient avoir accès. Et oui, au fur et à mesure que l'on montait en prêtrise, on avait accès, il y avait de moins en moins de gens qui avaient accès, et les salles étaient plus petites, jusqu'au Naos, où seul Pharaon avait accès. Donc on voit bien aussi qu'il y a des lieux qui ont été pensés selon une hiérarchie spirituelle. Je ne sais pas si le mot oui. me fait une sensation un peu particulière, mais effectivement, il y a des lieux qui ont été pensés selon des échelons qui Des existaient grades, à oui. l'époque. Je pense aussi. Voilà. Je pense aussi. Et ça s'est peut-être perdu en France, en Europe. On va en parler tout à l'heure. Alors, Christelle souhaiterait intervenir par rapport à quelque chose que tu as vu sur le chat. On Oui, vous c'est dit, vrai hein, qu'il y avait des gens qui disaient: ah, mais oui, moi dans ma région, effectivement, j'ai aussi des lieux sacrés, comme on s'est beaucoup arrêté sur Lyon. Et effectivement, dans le livre, il est bien indiqué quand même qu'il y a 50 sites d'exception. Et en plus, ce qui est bien fait, c'est que c'est classé par région. Donc si vous avez envie de voyager, vous regardez dans quelle région vous voyagez et vous pouvez établir un petit itinéraire pour savoir quels sont les lieux sacrés à visiter. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Si je dois voilà, partir en donc, vacances, ça va être sympa. c'est pas parce ce n'est pas parce qu'on parle de Lyon que c'est que Lyon. C'est juste que c'est particulièrement riche, mais il y a aussi, évidemment, Rennes-le-Château, C'est il y vrai a qu'à tout cela, Lyon, hein. enfin non, à Lyon, ce serait en Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, je trouve qu'il y en a beaucoup de lieux sacrés. Tu veux fâcher tout le monde dans le chat et les autres. Et ceux qui sont, Ça fait hein? rien. Non, mais, aucun Et ça respect. Quand mériterait même un bien. peu, parce qu'il y a beaucoup de lieux sacrés en France, et Oui. d'exception, donc ça Ouais. mériterait effectivement un second livre, avec tout autant. Donc, c'est 50 lieux et là, ici, Puis encore, du coup, maintenant, si on a envie de voyager en plus dans le monde, ben, on a un super oracle qui est là, et donc on n'a plus qu'à regarder et à faire sa planification d'itinéraire avec. Non, ça on marche fait pas, là. le tour du monde en 50 jours. Un jour Voilà, par lieu sacré. à peu C'est près, allé. à peu près. C'est mieux que les 80 jours, c'est encore plus rapide. Mais à mon avis, souvent les personnes vont prendre 80 jours de congé parce que je pense qu'on reste pas qu'une journée dans un lieu sacré. Certains demandent plusieurs jours pour vraiment s'imprégner de l'énergie. Et croyez-moi, moi j'étais surpris en tout cas de cet oracle. Et c'est le premier du genre que je teste. T'en as vu Ah d'autres oui. comme ça avant? Sur les lieux sacrés? Non, Voilà. Pour moi, jamais. c'est le premier hein, que je vois de cette manière-là. Eric, c'est de ton cru, c'est ta création à toi, à ton Oui, initiative. Pourquoi t'es venu non. cette idée? Non, c'est pas mon initiative. On a eu la même histoire avec Aurélie. Pendant le confinement, j'ai sorti un roman initiatique qui s'appelle Et mon cœur se remit à battre. Et ce roman initiatique a cartonné. Il est sorti en livre de poche. Et quand on a un livre comme ça qui marche bien, on a des éditeurs qui nous appellent. Et un jour, le Lotus et l'éléphant de la maison Hachette me téléphone et me dit, on vous propose d'écrire soit en livre, en essai, soit en oracle. Et je décline les deux propositions. Je dis, non, c'est pas dans mes projets. Et, et 2 mois après, je me suis dit en oracle, mais
je vais revenir avec ma proposition à moi. Et ma proposition à moi, c'était pas seulement en oracle où il y a des cartes, quoi, mais aussi, j'ai dit, je veux transmettre ce que j'ai découvert, ce que j'ai expérimenté sur tous ces lieux autour de la planète. Donc, je veux aussi que cet oracle soit accompagné dans le livre où il y aura 2 indications pour chaque lieu, le rite autochtone, c'est-à-dire ce qui se vit sur place et comment ça se vit, et ça j'en suis particulièrement fier, une transposition dans un petit rituel simple que l'on peut faire chez soi et qui vont nous relier à ce lieu et aux vertus et aux bienfaits de ce lieu. Donc finalement, avec du recul, j'ai dit oui, ils ont eu une très bonne idée que de me proposer cet oracle. Et il a été sublimé, je dirais, par une illustratrice qui s'appelle Gemma fabuleux, Capdevila. fabuleux. J'étais un peu pressé quand il me demandait de leur envoyer les cartes. Je l'ai deviné assez pressé. Et en fait, quand elle a fini de dessiner la 44e carte, le lendemain, elle a accouché. Ah, Donc, elle avait terminé l'oracle. C'était quand même très, très, très sympa. Voilà un petit Incroyable. peu l'histoire de cet oracle, comme quoi, et effectivement, j'en suis très, très heureux. Il a été très, très soigné. C'est vrai que je pense qu'Aurélie va dire la même chose. il est très réussi. Le confirme. livre d'Aurélie est magnifique avec des lettres en fer adoré. Ils nous ont vraiment bien soignés nous ont tous les gâtés. deux. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment C'est vrai. un très bel ouvrage. Et en dur, On un livre, m'entend. Ah oui, Voilà. un livre qui c'est du lourd, se hein. garde, hein, qui se garde. Tout à fait. Ouais, et qui se transmet aussi. Donc voilà. C'est un beau livre. Un très bon livre. Pensez-y pour Noël. C'est très utile parce que ça va vous faire voyager. Premièrement, par la lecture, et ensuite, ça va vous donner envie la bougeotte derrière. Donc, si vous êtes plutôt astrologiquement taureau, qui est bien dans ses pénates, chez soi, à mon avis, pour les faire remuer, il faut pas moins que ça. Hein. Un livre pareil pour les faire bouger. Christelle, tu avais une question par rapport à... Au lieu. Voilà, alors c'est un peu comme les maîtres chiens. Hein. Est-ce que c'est le chien qui promène le maître ou c'est le maître qui promène son chien? Oui, parce que en fait, quand je disais, voilà, on va dans une région et on regarde quel lieu sacré il peut y avoir autour, justement, donc j'en parlais avec Didier en me disant, mais finalement, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'aller voir un lieu sacré? Parce que ce lieu, justement, si on va dans cette région, c'est qu'on a quelque chose à soigner, quelque chose à travailler, et finalement, est-ce que ce lieu ne s'appelle pas à nous? Enfin, il t'aspire. Oui. Il te dit, viens chercher bonheur, viens chercher. Qui veut répondre à ça? Eric, vas-y si tu veux, comme tu le sens. Tu as quelque chose à en dire? L'appel Il y a du des lieu. lieux qui m'ont. Je vais donner un exemple. C'est l'île de Pâques. Depuis, je dirais, depuis mon adolescence, j'étais fasciné par cette île lointaine, loin de toute civilisation, où il y avait ces statues, ces moailles. Et, euh, et je pense que c'était une forme d'appel. Il a fallu peut-être 35 ou 40 ans de vie pour enfin que je mette le pied sur l'île de Pâques. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu, tu disais, Didier, la sursacralisation, etc. Et j'ai beaucoup aimé Aurélie quand elle disait expérimenter le lieu d'abord et aller chercher l'information d'abord, après. Et quand je suis arrivé à l'île de Pâques, on est devant ce mystère, c'est-à-dire qu'on a des statues qui font à peu près entre 15 et 25 mètres de haut, donc qui pèsent à peu près, c'est une tonne par mètre, hein, donc ça fait 15 à 25 tonnes. Elles ont été excavées dans le volcan, le Ranokao, et elles ont fait des kilomètres pour être posées au bord, sur les bords de l'île, face à la mer. Et ça a été fait pendant des siècles. Il y a plus de 3 siècles. Les derniers moaïs datent d'il y a 3 siècles.
comment ça a pu se faire? Il y a eu beaucoup de suppositions là-dessus. C'était le mana c'était le roi de l'île qui, avec la force du mana, aidait les gens à ce que le Moai se déplace tout seul. On racontait que les Moai avaient été transportés debout en les faisant marcher un petit peu d'un côté et puis avancer l'autre pied, etc. On a raconté que c'était les chants qu'il fallait chanter et que le Moai se déplaçait tout seul jusqu'au bord de l'île. On a raconté que c'était les Lémuriens, on a raconté que c'était les extraterrestres. J'en avais assez de toutes ces histoires. J'ai arrêté tout ça et je suis allé devant le premier Moai que j'ai rencontré sur l'île. J'étais captivé et je me suis assis devant lui. Et là, j'ai vu passer beaucoup de questions, j'ai vu toutes mes pensées se mettre en mouvement pour commencer. Ah, ça y est, tu y es. Ah, ça y est, tu as fait ce chemin si long, etc. J'ai vu tout en dialogue. Et ce dialogue s'est apaisé. Et à un moment donné, j'ai regardé ce Moai sans vouloir chercher à comprendre d'où il venait, qui l'avait fait, dans quelle intention. J'ai abandonné toute notion de questions. Et j'ai regardé cette statue, il faut s'imaginer 20 mètres de haut, et je me suis dit, tiens, et si ce Moai, je lui donnais le pouvoir de me révéler un mystère familial? Voilà, c'est très curieux ce que j'ai fait. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes grands-parents? Et là, j'ai eu une vision qui m'est venue. Je ne sais pas si elle est juste ou si elle est fausse. À la limite, ça n'a pas d'importance. Mais cette vision a été révélatrice de sens pour moi. Et en fait, ça me donne un peu des frissons de témoigner de ça. Je me suis dit, bah, tu vois, Eric, ça, c'est le véritable voyage initiatique, c'est-à-dire laisser le mystère nous enseigner, laisser le mystère nous révéler. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des attitudes, des lieux qui permettaient à ce mystère de plus facilement se révéler. C'est pour ça que j'ai écrit quelques lieux pour Aurélie et que j'ai écrit cet oracle, parce que effectivement, dans mon cas, sur mon Moai favori, on va dire, quand j'allais le voir au lever du soleil, c'est-à-dire éclairé, que les rayons du soleil éclairaient son visage, je trouvais que c'était particulièrement porteur. Donc c'est des petites astuces comme ça que j'ai mis dans le livre d'Aurélie ou dans l'oracle, quoi. Merci pour cette réponse des plus complètes. On va effectivement, là, on est à la croisée des mondes dans ce que tu expliques, Eric, et merci. Donc, stop aux spéculations, l'expérimentation, ce que disait tout à l'heure Aurélie. Tu as préféré justement de toutes ces histoires, toutes ces spéculations, tu t'es dit, allez, je vais vérifier par moi-même. Et là, tu as coupé la tête. Tu as arrêté de penser, de vouloir mentaliser tout ce qui s'est passé. Alors, expérience transcendantale. Et en même temps, presque, je dirais, le syndrome de Stendhal. Pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse chercher sur Internet. Il y a eu ce côté où tu es resté figé quelque part. Quand une œuvre vous paralyse à ce point et vous fait voyager dans sa propre intériorité, ce syndrome de Stendhal, et on le vit peut-être 2-3 fois dans sa vie. C'est extraordinaire ce que tu as vécu là. C'est vraiment unique. Ça, ce voyage avec presque, je dirais que ça a été presque un soin transgénérationnel. Je pense que c'est ça, oui, oui. J'ai revu ça aussi à Bali, où il y a beaucoup cette notion de paix avec les ancêtres. C'est très thérapeutique, effectivement. Aujourd'hui, on dit que la paix intérieure vient si nous sommes en paix avec les gens qui nous ont précédés, que ce soit les personnes du premier degré, notre père, notre mère, mais aussi plus loin, et également le contexte social, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Pour moi, c'est très important, effectivement. Et pour moi, c'est le grand apport
des peuples premiers, parce que ces sagesses-là, ancestrales, intègrent beaucoup ce qu'on peut appeler les ancêtres ou les lignées précédentes. J'ai beaucoup vu ça chez les aborigènes. C'est très précieux. Je crois que c'est un message pour le monde d'aujourd'hui de se souvenir de qui on vient, pas d'où seulement on vient, mais de qui on vient. De qui on vient. Oui, on comprend que ces peuples premiers ont gardé la sagesse presque d'une continuité de ceux qui les ont précédés. Donc, ils n'ont pas à tout réapprendre. C'est un peu la maladie, pour moi, du siècle aujourd'hui. C'est qu'on reprend tout à zéro, à croire qu'il y a que des nouvelles âmes qui ne prennent pas, en tout cas, ce qui a été préalablement pré-mâché par les ancêtres. Parce qu'il n'y a plus de commémoration, on les honore plus. Hein. Donc, ça, c'est une réalité. Mais Oui, c'est un autre tu débat. parlais de choses sombres, c'est vrai, c'est comme si l'héritage était forcément sombre. C'est ça. Mais l'héritage est ombre et lumière, comme nous sommes ombre et lumière, et comme ce qui va arriver derrière nous va être ombre et lumière. Et entre cette ombre et cette lumière, pour moi, il y a encore une dimension qui est au-delà de l'ombre et de la lumière. Merci en tout cas, Éric Grange, pour cette réponse. On va peut-être parler aussi des lieux sacrés qui ne sont plus sacrés. Voilà. Alors, qui se désacralisent d'eux-mêmes. Euh, alors, une des théories, je le nomme Philippe Bobola, physicien, anthropologue, aussi entre autres, et psychanalyste, biologiste, qui m'a donné une théorie. Après, à chacun de voir ce qu'il en est, mais c'est un peu comme une pelade, d'une certaine manière. Selon lui, et selon pas que lui, il y a certains scientifiques qui ont une certaine sensibilité à ces énergies subtiles, explique que le magnétisme de la Terre, la magnétosphère qui nous protège, en tout cas des rayons du Soleil qui sont nocifs si on les reçoit de plein fouet, il y a ce filtre avec les ultraviolets, etc., de notre atmosphère qui nous protège. Dans les lieux sacrés, ces couches, en tout cas de magnétosphère, seraient beaucoup plus minces à ce moment-là. Donc une connexion au cosmos avec moins d'épaisseur, si vous voulez, donc une réception avec nos antennes plus libre pour recevoir les messages d'ailleurs. Donc, c'est une théorie que je trouve très séduisante, en tout cas qui me plaît beaucoup à moi. Après, je ne sais pas, chacun dans le public verra et jugera selon ses propres connaissances, mais en tout cas, ça m'a beaucoup attiré. Et selon lui, certains lieux sacrés, à travers les siècles, voire à travers les millénaires, c'est un peu comme une pelade. Si on prend des cheveux, si un coiffeur vous loupe, il vous fait un trou. Donc, à ce trou-là, c'est un lieu sacré. Mais à un moment donné, la magnétosphère bouge. Donc le trou bouge, le lieu sacré, lui, ne bouge plus. Et à ce moment donné, il est recouvert par une magnétosphère qui est beaucoup plus épaisse. J'espère que vous me suivez, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui fait que ce lieu sacré, à un moment donné, est subitement abandonné. Et les historiens, les paléontologues, etc., essaient de comprendre pourquoi un lieu qui apparemment était un lieu de culte est soudainement abandonné. Qui veut répondre? Je pense les deux, j'espère cette fois, pour donner sa version, en tout cas, par rapport à cette théorie. Est-ce qu'elle vous touche? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que pour vous, un lieu peut se désacraliser par rapport à une configuration magnétique de la Terre? Est-ce que ça expliquerait physiquement pourquoi un lieu est sacré pendant quelques millénaires et d'un coup, et au bout de X siècles, est abandonné? J'avais jamais entendu cette théorie, très intéressante. Je suis pas, j'ai pas d'idée concernant la magnétosphère, mais ce qui est certain, c'est que un lieu est sacré pas uniquement du fait de la magnétosphère. Il y a tout un tas de paramètres qui font que ce lieu vibre et est sacré. Il y a notamment le fait qu'il y ait de l'eau sous l'édifice qui fait vibrer les pierres. C'est très souvent le cas dans les églises. Dans l'axe de l'autel, il y a de l'eau. Il y a la forme de l'édifice. On retrouve le nombre d'heures dans beaucoup d'édifices. Il y a la lumière. Il y a les processions aussi, la force de la prière. Les gens qui viennent depuis des siècles, des années, ajouter encore de l'information dans cet édifice-là. Donc, créer une sorte d'égrégore positif. Exactement. Ouais. Exactement. Donc tout ça ne quitte jamais le lieu, selon moi. Alors pourquoi est-ce qu'un lieu serait du jour au lendemain plus sacré ou vibrerait moins? À mon avis, ce qui fait plus de dommages, c'est plutôt le tourisme de masse, la consommation du lieu, comme
voilà, et on poste sur Instagram et on montre qu'on a visité et autres. Tout ça, pour moi, nuit presque plus que ce dont tu Oui, parles. que Voilà. le reste, on a bien compris. C'est ma vision. C'est ma vision. Je Non, non, mais connais elle est pas tout de. à fait respectable. Elle est tout à fait respectable et j'aime cette vision. Donc, la pierre a une mémoire. On parle là de psychométrie, de charge émotionnelle dans les pierres. Le minéral, tu en parlais tout à l'heure, Eric Grange, sur le fait que tu as traversé justement le minéral, le végétal, l'animal, enfin, tout ce qui nous constitue, puisque le minéral est en nous, à travers nos squelettes, les os, hein, le calcaire en premier, on le voit par rapport à cela. Mais dans, dans, dans cette histoire aujourd'hui, est-ce que la polarité des pierres, on peut parler aussi des constructions et de ceux qui rénovent justement les, ces bâtisses sacrées et qui n'ont pas forcément toute la culture qui va avec, on leur dit remplacer la pierre et vont remplacer la pierre, mais vont pas respecter la polarité de la pierre. Et ça, c'est très important. On voit comme ça des édifices qui ont tenu des milliers d'années, qui d'un coup s'effondrent après une restauration, alors que ça aurait dû les consolider. Est-ce que ça aussi, il n'y a pas, j'oserais dire, allez, on va oser le mettre, remettre l'église au centre du village. Est-ce qu'on ne devrait pas réapprendre à ces nouveaux bâtisseurs que leurs prédécesseurs n'étaient pas des imbéciles, ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas de tractopelle et de technologie d'aujourd'hui qu'ils étaient pour autant des idiots. Au contraire, ils avaient une sagesse. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre ça au milieu? Aurélie, je te sens bien là-dessus. Alors, remettre l'église au cœur du village. L'église, c'est quand même connoté chrétien aujourd'hui pour la plupart des gens. Oui, Moi, non, je mais pense. c'était une métaphore, hein, c'était juste, Oui, voilà, oui, bien j'ai sûr. compris. Alors, remettre le sacré au cœur du village, oui. Alors, mais ça peut être le Néméton des Celtes, aller se retrouver dans une carrière en cercle et aller célébrer, comme c'est le cas demain, le solstice. Se retrouver, remettre du rituel. C'est ça qu'apporte l'Église aussi, puisqu'on parle de l'Église, c'est le rituel. Et ça, on l'a perdu et c'est dramatique. C'est dramatique parce que le rituel permet de faciliter les passages, permet de créer du lien entre soi et soi, entre soi et les autres et entre soi et le divin. Et ça me semble être évidemment une priorité à l'église ou ailleurs, mais c'est très juste. Merci, merci en tout cas. Alors, c'est Christelle, tu as vu sur le chat quelque chose? Eric, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Je sais pas. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose Je t'en quand prie. tu parlais des lieux qui étaient sacralisés ou désacralisés. Ok. Dans mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a des lieux qui me portaient beaucoup, que je trouvais très sacrés. Et allez savoir pourquoi, tel jour où j'y allais, je ne ressentais rien du tout. Et à l'inverse, dans des lieux, on va dire, qui peuvent me sembler banals ou très ordinaires, pouvoir, à un moment donné, être parcouru par une grâce qui me traverse, quoi. Et en fait, je tiens toujours un petit peu à distance les interprétations ou les explications qui peuvent être justes, mais c'est pas parce que les énergies peuvent nous pousser dans un sens qu'on va tout se prendre, on va se sentir traversé par ces énergies, ou qu'on va peut-être se relier par d'autres énergies. C'est pour ça qu'au bout du compte, l'expérience, je raconte l'expérience de l'ici et maintenant, où il n'y a pas d'autre règle que d'être présent à ce qui se passe. Et bien sûr, on peut généraliser et avoir des interprétations, mais au bout du compte, rien n'est prédéfini et simplement, il y a une expérience qui nous attend à chaque instant. Et c'est cette expérience à laquelle nous sommes invités de nous relier, quoi. Là, vous entendrez un bruit. Vous entendrez des cartes à la craquer. À la craquer, en fait, Christelle, elle ne peut s'empêcher Alors, les cartes, justement, on va vous en montrer quelques-unes, puisque c'est demandé à corps et à cri dans le chat pour les cartes, et tout le monde se lève comme un rappel. Donc, tu es en train de faire toutes les cartes, c'est bon? Ah, c'est ça que je Ah cherchais. ben voilà. Parce qu'il y a une Alors. personne qui nous demandait si Eric, si tu avais l'occasion de nous parler un peu de Shambhala. Et en même temps, je me suis dit, je vais montrer la carte Alors, justement, oui, Shambhala. qui justement correspondait. alors Je là, suis à quelle ici, en haut, caméra? en haut, en haut. Ah, Ici, tu peux la montrer en levant. attends, C'est, faut que je fasse.
Là, il faut. Non, oui, C'est bah, comme la présentatrice météo, hein. La gauche, c'est la droite, le haut, c'est le bas, Ah etc. oui, oui, oui. sorte de Shambhala. Ah, magnifique, hein. Oh, Vraiment belle. Alors, c'est très très J'en chouette. montre d'autres. Non, non, je vais y arriver. Je m'entraîne en même temps. Arunachala, la montagne sacrée. Ça, vous voyez la puissance des illustrations. bah, Elle rien a que fait la quelque chose de contemplation. magnifique. En fait, l'indication que je lui ai donnée, c'est que je voulais que ce soit à la fois réaliste et onirique. C'est-à-dire qu'on soit vraiment sur le fil qui ouvre à l'imaginaire, mais en même temps que ça représente le lieu. Ah, le Tor de Glastonbury, où je suis allé au mois de juillet, voilà, où on dit que le Saint Graal serait enterré dessous, qui serait aussi la tombe du roi Arthur. Et celle qui a fait la couverture de l'oracle Mont Popa, qui est en Birmanie. C'est fabuleux ce Mont Popa parce que en fait, il existait là un sage. Donc je le monte sur la couverture là. Hop, et en fait, alors on se gare en bas, donc on fait une montée qui fait peut-être, je crois, 700 ou 800 marches, donc c'est assez important. Et les gens venaient sur ce lieu-là, ils venaient poser une question à un sage qui habitait dans une petite pièce, et le sage ne répondait pas, et ils savaient qu'ils allaient avoir une réponse dans leurs rêves. Et aujourd'hui que ce sage a disparu, les gens continuent le pèlerinage, et j'y suis allé avec un groupe où effectivement chacun se met dans cette petite pièce, pose une question, et après nous observons nos rêves. Donc c'est typiquement une carte assez facile à appliquer, puisque quand on va tirer la carte du Mont Popa, quelle question me préoccupe, quelle question appelle de moi en message. J'invite les gens à poser leur carte sur leur table de chevet. Et puis, on ne se met pas de pression, on laisse passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 10 nuits, peu importe. Mais tant que la carte est sur la table de chevet, c'est qu'on appelle la question. Merci, Voilà merci, typiquement merci beaucoup. ce que j'aime dans le voyage initiatique et que j'ai voulu amener dans la vie des gens au quotidien, quoi. Merci pour ça. Merci pour cet effort. Je montre juste le dos parce qu'il est magnifique. Hein. Ça, C'est magnifique avec le petit oiseau qui est le Oui. logo de mon agence de voyage. Elle a fait quelque chose de très très beau. Alors, il y avait aussi des questions dans le chat. Et donc, je vais vous les poser. Mhm. Vous choisirez qui Allez-y. répondra. Mais il y a une question sur dans les lieux sacrés, y a-t-il des vortex? Des Aurélie. vortex. Je sais pas trop ce que la personne entend par des vortex. Eric, ça te parle? Oui, Des les vortex. vortex, ça me parle beaucoup. Comme l'œil d'un cyclone, en fait, quoi, quelque part dans un lieu Voilà, sacré. ce sont des Des lieux de courants concentration énergétiques. d'énergie. Voilà. Typiquement, on va dire que la grande pyramide de Khéops est en vortex, c'est-à-dire en lieu prédisposé à des expansions de conscience. Ah oui. C'est effectivement ce que j'ai vécu la toute première fois où je suis rentré dans la pyramide de Khéops, où j'ai vu ma conscience grandir. Et juste pour l'expliquer pendant 30 secondes, je vais être très très bref. À l'époque, je travaillais pour Nouvelles Frontières qui faisait des voyages touristiques. Donc, je n'étais pas du tout dans les voyages d'Oasis comme maintenant. Et il s'est trouvé que cette grande pyramide de Khéops, j'y étais allé avec un groupe de touristes que j'accompagnais. Et puis, les gens sont rentrés dans la chambre du roi, ils n'ont rien vu. En gros, pour eux, il n'y avait rien à voir, ils sont partis. Et moi qui avais déjà cette sensibilité de démarche personnelle, je me suis dit, tiens, je vais m'appuyer contre un mur et je vais poser une question et je vais voir ce qui se passe. Et j'ai voulu poser ma question, la formuler à voix haute, et je me suis rendu compte que à peu près aux 3/4 de la formulation de la question, je n'avais plus envie du tout de finir ma question. Alors j'en ai pris une deuxième et je me suis rendu compte que très vite, je n'avais plus envie de formuler de questions. Et après, il n'y avait plus aucune question qui venait à l'intérieur de moi. Et ça a été une expérience qui, pour moi, a été assez exceptionnelle parce que ce jour-là,
j'ai compris que l'expansion de conscience, que la reliance à ce qui est plus grand que nous, ce n'est pas la réponse à nos questions, et ça contredit tout à fait ce que je dis avant, mais c'est la dissolution des questions, en fait. Ça a été l'une de mes premières grandes expériences spirituelles. Oui, c'est un peu comme lorsqu'on essaie de pardonner à un vieil ami une crasse qu'il nous a fait il y a 20 ans, puis au bout de 20 ans, on ne se souvient même plus de ce qu'il nous a fait et qu'il n'y a rien à pardonner finalement. Hein, c'est un peu, Voilà, on est dans la voilà. même, dans la, Le temps fait son œuvre. tout à fait, avec le temps va, tout s'en va. C'était Léo Ferré qui chantait cette Ouais. chanson magnifique d'ailleurs, pleine de Un profondeur. peu triste, mais Oui, magnifique. oui, c'est vrai, magnifique dans la philosophie en tout cas. Alors, j'ai vu pendant que tu étais en plein écran, parce que moi j'ai accès à toutes les caméras, le regard justement d'Aurélie qui disait et j'ai lu quelque chose dans son regard de dire si un jour elle rencontre quelqu'un d'obtus, je dis toi je vais te mettre pendant 1 heure dans le vortex de Khéops, tu vois, ça va te faire du bien. Je l'ai senti, mais gros comme une maison, gros comme une pyramide, pardon. Voilà, je voulais juste te placer. Je suis transparente. C'est ça. Tu le vois en moi, tu le vois en moi. Alors, Christelle, tu voulais... Il y avait encore une autre question qui était est-ce que les lieux peuvent souffrir de ce public de masse? J'y ai répondu tout à l'heure. Je pense pas que quand on va au Mont-Saint-Michel, par exemple, qui est un très bon exemple, que déjà au loin on l'aperçoit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est un lieu d'une puissance inouïe. Et certes, le passage de touristes, les hordes et les autocars de touristes sont venus peut-être dénaturer un petit peu. Imaginez ce que ça pourrait être si les gens venaient si toutes ces personnes-là venaient en conscience dans ce lieu-là, prier, se recueillir, être en connexion, ce serait extraordinaire. Alors, je pense pas qu'on puisse totalement dénaturer un lieu, mais ça amoindrit un petit peu, à mon avis, voilà, ce que le lieu dégage. Et puis, ça déconcentre aussi. Ça déconcentre de voir des gens avec leur perche là, se prendre en selfie oui, devant les flashs, tout ça, le Christ. C'est dur de rester voilà, présent. Il faut un certain respect et une déférence aussi face à un lieu. C'est déjà ça aussi, déjà, avoir ce rapport-là. Tout à fait. Et si je me permets de préciser, le tourisme spirituel aussi peut être une dérive. J'invite les gens à ne pas débarquer avec tout un attirail, pendule et autres. C'est des lieux où il faut être discret. C'est des pratiques qui doivent être discrètes, qui sont avant tout intérieures et que tout le monde ne comprend pas. Donc, ça me semble important de ne pas tomber dans l'excès inverse. Très bien. Donc on a fait pas le tour parce qu'on aurait pu parler encore très très longtemps, hein, Vortex, Gardien du Seuil, pour des personnes qui justement s'ouvrent à cette spiritualité, au ressenti. Est-ce que le fait de multiplier, en tout cas comme a fait Éric Grange et toi aussi Aurélie, de visiter ces lieux, est-ce qu'à un moment donné on se dit tiens, il y en a un qui correspond plus, un peu comme si on était une guitare, et on se dit là, c'est un diapason qui me touche à moi et qui fait résonner ma caisse de résonance plus qu'un autre style. Comme si un lieu sacré en particulier avait la même signature que soi. Ça me rappelle ça parce qu'Éric, tu parlais tout à l'heure que tu t'es presque reconnu comme dans tes ancêtres, un voyage transgénérationnel, comme si tes ancêtres avaient eux-mêmes bâti cette statue-là. Pourquoi ce moine en particulier? As-tu trouvé justement le lieu qui résonne au maximum en toi? Est-ce que c'est ce lieu-là ou un autre? Ah ben, moi, c'est la pyramide de Khéops. J'ai dû aller sur ce plateau de Gizeh peut-être 50 ou 60 fois, peut-être plus. Rien que d'en penser, ça me donne des frissons. Et il y a quelque chose qui me transporte à chaque fois. C'est incroyable. J'y étais il y a quelques semaines. Et je me dis, mais comment mes yeux n'arrivent pas à se lasser de contempler les pyramides? Effectivement, on sent qu'il y a dans ces proportions, ces dimensions, ces inclinaisons, quelque chose qui, on va dire, tape dans le mille et est en résonance avec peut-être des nombres d'or, des choses comme ça. Mais il y a, ce lieu-là me porte profondément. C'est-à-dire que si je me sens pas très bien,
je m'arrête et je vais chercher la pyramide de Khéops à l'intérieur de moi, si je peux dire. Et ça me relie, on va dire, peut-être à l'éternité ou à quelque chose qui me dépasse. Et oui, absolument, j'ai vu ça parmi les groupes que j'emmène à l'étranger. Je vois des personnes touchées, des fois par une rencontre, en maître, en sage, en guérisseur, en grand prêtre, ou en lieu particulier, et qui organisent leur vie pour y retourner après, plus tard. C'est très curieux. Des fois, on parle d'âme sœur, mais on pourrait parler de lieux sacrés sœurs, parce qu'effectivement, il y a des lieux qui nous touchent particulièrement. Ça, c'est le grand cadeau. C'est le grand cadeau, quoi. Merci pour cette réponse des plus complètes. Eric, tu voulais poser une J'ai eu question? une dernière question, parce que il y a un temps, j'avais lu un livre de Karine Malenfant, et en plein milieu du livre, elle m'a posé une bombe. La Terre aurait des chakras. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. Enfin, je pensais pas, que ça me paraissait logique. Mais après réflexion, effectivement, bah, la Terre, oui, ça reste aussi D'un un organisme, puits, hein. oui, Ouais, oui, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Mmh. C'est Mais vivant. ces chakras, est-ce qu'il y a des lieux sacrés qui ont été posés dessus? Et puis, bah, surtout, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se situent? Mhm. Alors, il y a plusieurs lectures là-dessus. Je pense qu'il y a effectivement des lieux qui font résonner plus tel ou tel chakra. On parlait de Shambhala, qui pour moi est très connecté au septième chakra, c'est-à-dire celui de la complétude. Je parlais de Bali, où tout est vert à Bali, avec les rizières, l'humidité, etc. Et les gens sont très dans le cœur, la couleur verte, le quatrième chakra. Et il y a des lieux, je me souviens quand j'ai fait mon expérience dans le bush aborigène en Australie, où je me sentais mais dans le premier chakra de la Terre. Je ne sais pas si cette version-là existe ailleurs, au niveau d'autres personnes, mais en tout cas, il est évident pour moi qu'il y a des lieux qui vont plutôt activer, stimuler en chakra, ce qui fait que si on a un chakra un petit peu à décoincer, permettez-moi l'expression, ben, ça peut être bien d'aller sur un lieu particulier qui va être en résonance avec ce chakra et voir ce qui va se passer, si on a un message, si on a un phénomène énergétique, si on a un ressenti, si on a des pensées qui donnent du sens à ce qu'on a, à nos préoccupations ou quoi que ce soit d'autre, une rencontre qui pourrait se faire, quoi que ce soit. Alors, une question pour Aurélie, une dernière Mhm. question pour Aurélie. Vu que tu es maman depuis combien de temps? Combien de mois? On a dit 6 6 mois. mois? 6 mois. Oui. Alors, on va pas parler que de la chrétienté. On fait baptiser un bébé, par exemple, ou pas, ou alors on va dans une synagogue, peu importe. Quel que soit le lieu sacré, est-ce que lorsque l'enfant se met à pleurer, il pleure vraiment parce qu'il reçoit l'onction, l'eau bénite, ou parce que le vortex ou le lieu sacré, justement, le bébé, il est plus sensible qu'un adulte? J'aimerais avoir ton avis à ce sujet, même si aujourd'hui, on voit bien, est-ce qu'un enfant est plus réceptif, étant donné qu'il est encore tel une disquette vierge, n'est pas conditionné par les règles sociales ou autres, et ressent vraiment les choses au-delà du langage, parce qu'il ne le maîtrise pas encore. Bien sûr. Est-ce que tu... Bon, je sais, tu vas pas te servir de ton bébé comme un laboratoire vivant, hein, on est bien d'accord. Non. Mais Non, je non. viens de lui donner une mauvaise idée, là, je crois. Oui. Alors, qu'en penses-tu? Alors, c'est marrant parce que j'étais aujourd'hui même chez un ostéopathe qui me disait qu'à 6 mois, ma fille n'avait pas, certaines zones du cerveau n'étaient pas encore actives et que du coup, elle n'avait pas de pensée d'intellect comme nous, les adultes finalement. Et je pense que c'est la grande force des petits et puis des enfants que de ne pas penser, de ne pas intellectualiser, de ne pas décortiquer les choses et d'être simplement dans leur corps, dans leur ressenti. Et j'ai pu voir des exemples absolument extraordinaires de ce que ça peut donner. Par exemple, en Inde, d'enfants
qui, après quelques jours de yoga et de pranayama, était capable, les yeux bandés, de voir, littéralement de voir les yeux bandés et de faire tout un tas d'activités, de jeux et autres. Avec, voilà, je les ai rencontrés, j'ai pu moi-même les tester. Donc, est-ce qu'un enfant pleure parce qu'il ressent le vortex ou parce qu'il y a mamie qui fait des photos et papy qui crie, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il intellectualise pas et il est le réceptacle direct de toutes ces énergies et qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas le filtre du mental et on gagnerait vraiment à les observer et à faire comme eux. Et à faire comme eux. Voilà. C'est pour ça que je vous invite justement à vous connecter sur le site internet d'Aurélie Aimé. Alors, ouais, ça a bloqué, c'est pas grave. Bon, ça change plus, mais c'est bon, vous le savez. Vous allez sur le zut. site de Aurélie Aimé et vous verrez, en tout cas, c'est programmé. Elle va visiter avec son bébé les 50 lieux qui Sacrés. sont sacrés du monde qui sont ici par Eric Range, en plus des lieux, des 50 lieux en France qu'elle a écrit elle-même, elle va appliquer à son bébé ce qu'il faut et il va être surchargé comme une pile électrique. C'est ça? C'est le but? C'est ça. Elle luit d'ailleurs, Céleste, la nuit. C'est là, c'est un jour, tu la surprends dans ta chambre. Tu lui achètes de la pâte à modeler et qu'elle fait un moaï, tu pourras t'en prendre qu'à Eric. Ça sera de sa faute. Voilà, tout ça. Il en faudra des tonnes de pâte à modeler pour qu'elle en fasse, ou de la pâte à sel, avec quelque chose de bien. Eric, peut-être, je vais vous laisser un mot chacun pour un mot de la fin par rapport au lieu sacré. Est-ce qu'on peut faire de chez soi, les personnes font un petit hôtel, quelle que soit leur tendance religieuse ou spirituelle, et font un petit endroit dans leur lieu sacré en disant de toute façon, ça c'est mon coin sacré à moi. Ah oui, absolument. Et ça marche vraiment, c'est réel, c'est une réalité, ou c'est juste le fait d'y poser l'intention qui sacralise le lieu. On a ce pouvoir. Alors, moi, j'ai plusieurs lieux sacrés. Là, j'en ai un derrière. Alors, je m'aperçois qu'à la caméra, on voit mes nounours, alors que dessus, il y a le Bouddha. Ah, on l'a vu, le Bouddha. Voilà, il est ici. Mais bon, où il y a mon équipe à côté, on a notre hôtel où il y a aussi tous les oracles et des photos de maîtres, de guérisseurs, etc. Et pour moi, c'est vraiment important. Si je devais donner un conseil à chacun, ayez un lieu magique, sacré, particulier. Ça peut être quelque chose de tout simple, une photo, une pierre, quoi que ce soit, mais un lieu qui soit dédié à la dimension la plus ultime que nous puissions avoir. Ça, pour moi, c'est très, très important, vraiment. Merci. Aurélie, quel est pour toi Euh, le berceau de ah, ton bébé, c'est sûr, il est sacré maintenant. Mais il n'y a pas que ça. non, alors moi, il y a une citation qui me vient du Petit Prince, c'est tout le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et finalement, c'est ce que tu dis, c'est l'intention, le temps, la répétition euh, que tu vas mettre en place auprès de ton hôtel, qui va faire que ton hôtel sera magique, qui va faire que les objets que tu vas mettre sur ton hôtel seront magiques. Alors autant, si possible, même les façonner à la main, les imprégner de notre énergie. Et ça vaut pour les lieux finalement sacrés. La moindre petite chapelle à côté de chez nous qui paye pas de mine peut devenir absolument magique si on prend le temps d'y aller régulièrement avec voilà, le cœur ouvert, une belle énergie et voilà, c'est nous les magiciens avant tout, si je vais conclure. Merci pour à tous les deux. Et alors, je vais essayer Avec joie. de voir si je ne peux pas récupérer la. Ben non, je peux pas. Bon, ben, c'est pas grave. Il veut pas, même sur le web de secours. Je suis navré. Je voulais montrer vos sites. Vous allez sur, en tout cas, dans la description ou sur le chat, ça a été mis en tout cas. aurélieaimé.fr, ericgrange.com, c'est aussi simple que ça pour aller voir
lieux respectifs. Et puis, on vous donne rendez-vous évidemment sur des studios shop où évidemment le livre des lieux sacrés mystères en France, ainsi que l'oracle que l'on vous a présenté d'Éric Grange, magnifiquement illustré et très riche aussi, hein, qui vous fera voyager. Alors ici, c'est mental, c'est au niveau de l'écriture, vous voyagez, c'est mieux qu'un jeu vidéo, hein, c'est votre 3D à vous. Regardez, on l'a en double et on l'a même, je vous le montre en plus, hein, on l'a ici, hop, regardez, voilà, on l'a dans tous les côtés, donc ça c'est génial. Et je vous invite aussi à... voilà, super. J'en rajoute un. Bah oui, à jamais 203, comme on dit. Hein. Comme quoi. Voilà, en tout cas, merci Aurélie Aimé d'avoir accepté, d'avoir écrit ce livre et d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi d'en parler avec autant de passion. Eric, merci à toi aussi de nous parler avec autant de sagesse, de calme. T'as une voix très posée. Hein. C'est vrai que Merci. ça calme et puis ça invite à se dire waouh, si je visite des lieux sacrés, je suis aussi calme et zen que lui, j'y vais demain, j'arrête le yoga. C'est extraordinaire en tout cas. C'est pas toujours le cas, mais bon, je prends ça comme un compliment. Merci. Je vous laisse imaginer Éric Grange en train d'être énervé. Vous n'y arriverez pas. Je vous jure que c'est vrai. Vous n'y arriverez pas. En tout cas, merci à tous les deux. Et puis, on fait un clin d'œil aussi. On embrasse Pierre-Alexandre Nicolas qui j'aurais dû lui téléphoner, etc. mais n'était pas disponible. Ça aurait été bien d'avoir un peu aussi, puisqu'il est cité dans le livre, eh bien, son apport, c'est juste génial. C'est une des personnes que tu as consultées, Aurélie. Et je te remercie parce que c'est une personne de grande qualité aussi. Tout à fait. On vous souhaite plein de vortex chez vous, hein, plein de lieux sacrés, plein d'hôtels, plein de choses qui vous énergétisent. Et n'oubliez pas, on ne dort pas sur un lieu sacré comme on ne laisse pas une pile sur un chargeur une fois qu'elle est finie de charger parce que la surcharger peut la faire exploser. S'il vous plaît, ne commettez pas cet impair. Ne faites pas comme Aurélie qui, à force de charger son bébé, il n'arrête pas de pleurer maintenant. Voilà, c'est ça le truc. Je plaisante, évidemment. Merci à vous tous. Bonne soirée. On vous dit au revoir. Nous, on reste en ligne. Hein, mais au revoir à tous. Bonne soirée.